tous les infos de l'entreprise, je lui montrerai. Alors Agnès, c'est quand même une journée extraordinaire là de voir toute cette usine, toutes ces personnes qui sont là aussi pour vous, avec vous, complices et partenaires. Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant là? C'est très flatteur, c'est aussi l'aboutissement d'un long combat. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes très compétentes qui, dans la plasturgie, sont vraiment au sommet de leur art. En France, l'escar, c'est assez tabou. Lorsqu'on a, nous, de notre côté, fait nos propres études, parce qu'on a entendu Agnès ce qu'elle nous disait. On la croyait, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on a fait nous? On a pris un avis extérieur à Agnès. Donc on l'a présenté à des professionnels, et dès qu'on a commencé à toucher le mot escar, moi j'en ai pas. Dans aucun service en France il y en avait. Faux. On le sait très bien que c'est faux. Et on sait que c'est tabou, parce que en France, mais à l'étranger aussi, hein, on s'est renseigné en Belgique et en Suisse, c'est exactement le même état d'esprit. Parce que souvent on associe l'escar à une défaillance médicale. Faux. Oui, Faux. mauvais C'est pas soin, vrai. quelque chose comme ça. Ouais. C'est pas vrai. Et le problème il est, c'est que la surcharge de travail du personnel médical fait qu'à des moments donnés, malheureusement, ça arrive. On a la solution, c'est le savoir-faire des gens du terrain. Et qui mieux qu'une infirmière qui est confrontée à l'utilisation, par exemple pour le kinébol, du monde justement des escars, qui mieux qu'elle peut nous donner les informations. Surtout nous, qu'elle y a travaillé depuis des années. C'est ça, en plus elle avait elle a cette expertise de 15 ans de travail. Donc derrière on s'est appuyé bien sûr aussi sur des médecins, parce que le monde médical aime bien quand même hiérarchiser les responsabilités. Donc si vous voulez, les médecins ont aussi regardé le produit et ont validé aussi tout ça. Donc si vous voulez, lorsqu'on est dans la recherche et développement, notre entreprise à nous n'est pas obligée d'être spécialisée dans le monde du handicap. Maintenant, depuis le temps qu'on y travaille, on a bien sûr aussi une expertise du monde du handicap. On a surtout un énorme carnet d'adresses de kinés, d'orthoprothésistes, d'ergothérapeutes, de médecins rééducateurs, qui nous permettent de valider aussi les technologies et les trucs, et du coup on avance beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'Agnès, en si peu de temps, on a pu lui apporter des solutions, parce que justement on avait ce réseau sur lequel on s'est appuyé. Et aujourd'hui les premières ventes se font grâce à ce réseau-là aussi, quoi. Voilà, il y a des prototypes qui ont été réalisés, vous les avez fait essayer dans des milieux hospitaliers, c'est ça? C'est ça, hospitalier, maison de rééducation, maison fermée pour des personnes âgées, handicapées, atteintes d'Alzheimer, des choses comme ça. On a essayé d'avoir une clientèle cible la plus large possible. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu des objections que n'avait pas eu Agnès, tout simplement parce qu'elle avait ciblé ses patients, mais aujourd'hui il y a par exemple des demandes sur des enfants, chose auxquelles au départ on n'y pensait pas du tout. Donc il va falloir qu'on étudie un kinébol de plus petite taille pour les pieds d'enfants. Voilà. L'idée est vraiment là de pouvoir se tourner vers de répondre à 100%. L'objectif y est là sur 3-4 ans maximum, grâce à Agnès et les projets qu'elle a à côté, puisque kinébol n'est que le sommet de l'iceberg. C'était le plus compliqué, donc je me dis que les autres commencer par le plus compliqué, c'est mieux. Seront plus simples. Voilà. En fait, l'énorme avantage, c'est que derrière, on devrait pouvoir, dans les 3-4 ans, répondre à 100% des escars en France et dans le monde. C'est énorme, hein, parce que les gens, ils souffrent tellement, ils sont tellement Et alors, quand vous avez vu cette femme arriver avec son invention, parce que je vois le chemin qu'elle a parcouru, les obstacles qu'elle a rencontrés, les difficultés. Heureusement qu'elle est tenace. Hein. Ben oui, je lui tire mon chapeau. Mais l'avantage, c'est que les partenaires qu'elle vient de rencontrer sont forgés du même bois. Ce qui a fait qu'on se penche sur le sujet, c'est l'humain en priorité. On a eu affaire à quelqu'un qui était pugnace et qui avait envie, qui avait joué de malchance aussi, de mauvaises rencontres, je pense. Et nous, on s'est penché un peu plus sur le sujet
dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que la recherche et développement, tout ce qu'on a fait, on l'a fait sans penser à l'argent. Vraiment, je tiens à le préciser, puisque aujourd'hui, nous, on n'a jamais rien facturé à Agnès, parce que justement, l'idée était elle a déjà trop payé. Elle a perdu beaucoup trop d'argent. Donc notre idée, c'était de dire, ouais, voilà, on va l'aider, on l'aide à développer. Derrière, on n'est pas non plus une entreprise philanthrope, hein, entendons-nous bien, mais l'idée, c'était de travailler avec elle jusqu'au bout, dans la vente, puisque nous, on a une partie de notre entreprise où on fait de la distribution. Donc l'idée, voilà, c'est, on dit, bon, on fait un pari avec elle, on l'accompagne, on travaille avec elle. Tout ce qu'on fait, on ne lui facture pas. Par contre, derrière, on recherche à avoir la distribution. À domicile. Oui. Vous êtes infirmière depuis combien d'années, Agnès? 30 ans. 30 ans. Et passionnée depuis 30 ans. Et volontaire, et surtout, comment dire, quelqu'un, on va dire, presque acharné pour arriver. Oui. Il se trouve que l'escar est un problème, effectivement, qu'on rencontre beaucoup, parce que c'est nous qui sommes auprès du patient, c'est nous qui l'habillons, qui le levons, qui le manipulons, qui le lavons. Et donc, une fois que le patient est habillé avec des pansements, on ne réalise pas toujours la gravité de ces plaies. Et pourtant, c'est des plaies à forte morbidité. Ce sont des plaies qui engendrent des coûts directs et indirects faramineux, de l'ordre de 15 000 € par escar. Voilà, il y en a un minimum de 500 000 en France par an. Et pareil dans tous les pays du monde. Hein, c'est vraiment un problème non résolu à ce jour. Et étant face à ce problème dans ma profession, j'ai trouvé qu'une plaie de pression, c'est pas quelque chose comme une bactérie qui serait résistante à tous les antibiotiques. Donc j'ai pensé que ce serait forcément une solution simple qui résoudrait ce problème, puisque la plaie est simple, plaie de pression. Et en fait, ça vous est venu comme ça un jour, vous y avez réfléchi. Oui, avec une patiente. Vous vouliez tellement aider les gens, je pense, que ça vous obsédait. 240. La solution m'est venue lorsque j'ai eu une patiente en fin de vie qui avait plus de 10 escars sur le corps. Donc nous, on travaille de manière forfaitaire, ce qui n'est pas grave puisque on est quand même dévoué et on ne pense qu'au bien du patient, au bien-être du patient et à sa santé. Mais le médecin, à un moment donné, m'a expliqué que les plaies, les pansements coûtaient trop cher. Et qui ne pouvait plus m'en prescrire. Et je me suis retrouvée avec plus de 10 plaies absolument graves, sans pouvoir ne serait-ce que poser des pansements. Donc, même sur le terrain, le médecin ne peut plus à un moment donné prescrire autant de pansements aussi onéreux, parce que personne ne se rend compte autant que l'infirmière à quel point la plaie est grave. C'est vrai. Et donc là, en fait, dans ce système, on dirait presque que c'est porté un peu comme dans du coton ou quelque chose. Je ne sais pas, ça me donne cette impression en regardant comment ça s'appelle. Donc là, on voit donc une partie de votre invention, puisque vous avez la plus complexe. Voilà, la plus complexe, parce que c'est celle de la cheville et du pied, c'est ça? Absolument. Donc là, en fait, le principe est d'éviter les points d'appui, puisqu'on parle de plaie de pression. Et en fait, l'idée est donc d'éliminer la pression pour éliminer le problème, autant préventivement que curativement. C'est aussi la possibilité d'avoir un dispositif solidaire du corps du patient, ce qui va lui permettre d'être mobile. Je pense par exemple aux patients Alzheimer, à qui on ne peut pas dire rester en décubitus dorsal, c'est-à-dire allongé sur le dos. Et ce sont des patients qui, dans la nuit, par exemple, vont beaucoup s'agiter et qu'on ne va pas pouvoir maintenir dans la même position. Donc là, c'est un dispositif qui sera complètement adapté, qui permettra de les protéger, quelle que soit leur position. Donc là, aussi une liberté de mouvement. Oui. Le pied en bois, c'est pour, on peut le voir là comme. Donc là, ça a été conçu avec justement des pieds. Donc ça va au pied gauche comme au pied droit,
facile à poser pour l'infirmière. La peau de surface permet un lavage, une désinfection facile et rapide. Voilà, donc on pose le pied comme ceci. Ici, il y a le talon, voilà. Et il y a une petite peau, donc là, bon, le pied est rigide, hein, quand le pied donc, est sur un pied vivant, on va dire que les mouvements sont plus souples. Et donc ici, vous avez une peau de surface avec le poids qui écrase un petit peu le dispositif. Voilà, c'est tout à fait solidaire du pied. D'accord. Fermé ici, réglable. Donc selon le pied, ça peut fonctionner avec toutes les Il tailles. n'y a pas besoin de pointure Voilà. spécifique. Et vous voyez, si on met donc le doigt en dessous, Oui. le talon est en suspension dans l'air. D'accord. C'est donc tout l'intérêt. Parce que c'est surtout le talon qui... Et les malléoles. Et les malléoles. Les malléoles, c'est 17% des escarres totales. J'ai été la première à les protéger, à m'y intéresser il y a 15 ans. Il y a 15 ans. En 2001, lors du dépôt de mon premier brevet. D'accord. 17% des escarres totales. Le talon, c'est 32% environ. Trentaine de pourcents des escarres totales. Voilà. D'autres dispositifs vont suivre qui sont donc concernent le sacrum, grand trochanter, crête iliaque. Donc ne serait-ce que le sacrum concerne plus de 40% des escarres totales. Il n'y a aucun dispositif à ce jour qui protège la personne contre ces escarres-là. Et ensuite viendra le t-shirt qui va protéger des escarres un peu plus confidentielles qui concerneront les épaules et la colonne vertébrale lors d'os de la personne âgée. À Lyon, il y en a deux qui sont pour être testés, et un en démo. Il faudra faire Au des pire, tests je lui dis sur voilà, une surface un peu plus grande. là on a Parce que là, on a sur un un échantillon, échantillon. on va voir quel rendu, quelle épaisseur aussi. Très agréable, elle a l'air très solide. Très Si derrière on bascule Ça sur fait autre vraiment chose, des- est-ce qu'on va pas avoir Ça se comprend Mais ça, nous, vraiment en comme une vraie communication, on est peau, capable hein. de D'accord. l'expliquer. Il y a vraiment- Commercialement, on Ça le a l'air dit, bien, voilà, ouais. là On c'est les va faire des premiers, tests dessus. on vous les fait, on leur a Ça dit, s'arrache on pas. vous les fait. Autrement C'est des courant. photos. Oui, Oui, je alors, pense que niveau couleur, on va voir ça. Est-ce qu'il y a besoin d'être ISO pour fabriquer ce que vous fabriquez alors alors l'ISO concerne l'entreprise elle-même. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin que l'entreprise soit ISO pour fabriquer dans le paramédical ou le médical. Par contre, ce qu'on a besoin à tout prix, c'est que le produit, lui, soit normalisé sur une norme CE ou une norme française, puisque certaines des fois ne sont pas forcément harmonisées. Donc là, en l'occurrence, ce qui a la norme, c'est le revêtement. Le revêtement que vous avez là a une norme spécialement adaptée pour le monde du handicap. Voilà. Et c'est sur cette norme-là qu'on se base. Les mousses sont prévues aussi pour avoir une classification, mais rien ne nous oblige dans la législation aujourd'hui actuelle d'avoir une norme spécifique sur les mousses. Mais on essaie au maximum avec nos partenaires de le développer, de développer des mousses, bien sûr, qui soient le moins allergènes possible. Voilà. D'accord. Et c'est long à avoir toutes ces normes, enfin, est-ce que c'est difficile quand vous avez comme ça des prototypes ou... Alors on travaille avec des partenaires en chimie, surtout sur des peintures. On essaie de travailler le plus possible avec des entreprises françaises. Là c'est une entreprise française qui se trouve en Bretagne sur le développement de cette couverture. Et donc l'énorme avantage c'est qu'ils ont tous les bureaux d'études pour pouvoir faire ces certifications. Donc aujourd'hui, la France a compris qu'elle avait un retard et qu'elle était compliquée. Donc y compris tout ce qui est remboursement, sécurité sociale, ça, tout est en train d'aller vers la simplification, même s'il faut quand même montrer patte blanche et montrer que le produit risque rien. Ah ben dis donc, un soulagement pour Agnès, qui au bout de 15 ans de... Ah, c'est bien. Et donc vous vous intéressez depuis 8 mois vous êtes... Bah, ça fait 8 mois qu'on a rencontré Agnès, 6 mois réellement qu'on travaille dessus. Et en fait, maintenant, ça y est, quoi, on est en train de vendre nos premiers. C'est parti. Voilà, les premiers, c'est un orthoprothésiste de Modane qui les a achetés. Voilà. Et là, on a déjà 3 autres centres qui commencent à être très intéressés, l'hôpital de Nîmes aussi, à Lyon et en Bretagne. Voilà. Vous me montrerez la grosse machine derrière, s'il vous plaît. Juste après. Ok, merci.
zone interdite, hein, donc on n'a pas le droit de venir. Il faut faire attention, là, il y a hein. des systèmes de sécurité dans tous les sens. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas, le robot ne peut pas fonctionner si la porte n'est pas fermée, verrouillée, avec... Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une priorité au niveau de sécurité, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un, par accident, est enfermé, ce qui est rarement le cas, heureusement, il a une priorité, dès qu'il ouvre la manette, le robot s'occupe automatiquement. D'accord. Donc il y a des systèmes de sécurité dans tous les sens. Ah là là, c'est étonnant ce robot. C'est un joli bébé. Ok, donc vous ne travaillez pas. Donc comment ça se passe? Vous lui programmez une découpe et puis. Alors, on reçoit des fichiers en 3 dimensions, informatisés, et on va créer des parcours d'outils, des parcours d'usinage. On va sélectionner le matériau selon la demande du client, et ensuite on va lancer le robot qui va faire l'usinage en 3 dimensions, sur table rotative ou sur une table fixe. Et donc vous êtes aussi innovateur, vous. Alors oui, on innove constamment sur les produits, sur la matière première. Aujourd'hui, l'usine du polysirène. D'accord. Là, c'est un test. Ça. On travaille du polysirène, on va travailler de la mousse dure, de la mousse souple, différentes densités. Et c'est d'essayer de trouver le bon compromis entre la dureté, la souplesse, etc. Voilà. C'est vraiment selon la demande du client. Mais oui, on peut vous demander toutes sortes de choses. Toutes sortes de pièces, exactement. Ça peut être de la décoration pour du théâtre, pour du cinéma. Ça peut être des bustes d'animaux pour la déco d'intérieur. Et évidemment, après, tout ce qui est médical, au niveau des bustes, et on verra tout à l'heure un buste en cinéma. Ça, c'est vous êtes spécialisé quand même dans le médical. Alors notre métier premier, c'est effectivement, on travaille pour le monde du handicap, donc on aide les orthoprothésistes à réaliser des positifs de corsets, de verticalisateurs, etc. pour permettre ensuite de faire du thermoformage et réaliser des corsets et des orthèses. Mais notre robot nous permet d'ouvrir nos marchés sur l'industrie. On travaille pour des entreprises qui travaillent avec le monde nautique, pour faire des manchettes de canapés pour des yachts, pour le luxe. On travaille aussi pour l'événementiel. On comme des cette canapés. Grosse chaussure. Comme cette chaussure, exactement. Il fait 3 mètres de long. 3 mètres de haut, simplement un fichier 3D. Et avec un fichier 3D, on réalise n'importe quelle forme. C'est incroyable. Ça peut être du buste animalier. Cette technique-là. Alors c'est du fraisage, ça existe depuis longtemps, mais un robot 7 axes avec cette dimension-là, on en trouve très peu en Europe. C'est sur les doigts de la main. D'accord. Alors pour une entreprise comme la vôtre, vous existez depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi qu'on existe, pépinière d'entreprise. Grâce à cette initiative régionale, peut-être, les gens puissent se regrouper pour développer des projets ensemble. On a des partenariats avec des agences de communication, des designers, des architectes, des professionnels du monde médical, évidemment. C'est drôlement sympa parce qu'en fait, ça donne de l'espoir pour la France quand même. Et oui, il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs et voilà, c'est vrai qu'on traverse une période qui est un peu compliquée, qui est un peu complexe, mais il y a des bonnes volontés partout et on a plaisir à échanger, à développer, à créer, à innover surtout. Et la France aujourd'hui est championne dans ce domaine-là. Et là, de rencontrer quelqu'un comme Agnès, c'est une femme qui travaille dur depuis des années. Oui, qui a traversé, comme tout entrepreneur, des difficultés au démarrage. Pas forcément cibler les bonnes personnes, les bons contacts. Et donc on comprend, nous, aujourd'hui on a aussi eu quelques complications, donc on sait ce qu'elle vit, on sait ce qu'elle traverse, mais voilà, on la comprend et on l'épaule, on l'accompagne pour essayer de développer beaucoup de choses. En plus c'est une femme, c'est vrai qu'on encourage aussi les femmes à devenir chefs d'entreprise et entrepreneuses, et il y en a beaucoup aujourd'hui sur le territoire, et effectivement il faut les aider à développer leurs projets. Passionnant en plus. Et oui, et utile, parce que c'est ça. Et utile. Très innovant. Aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas grand chose qui ressemble au Kenball. C'est généralement découpé à la main, c'est bricolé, c'est un peu bricolo-bricolette qui essaye de faire le mieux possible pour les patients. Et aujourd'hui, elle a répondu à une demande qui est vraiment présente, qui est vraiment là. Et aujourd'hui, on le fait avec passion et on essaie de faire quelque chose de bien ensemble. Donc là, c'est
il faut qu'on refasse l'exactitude d'un corset, c'est un buste d'une personne en situation de handicap. Donc là, c'est une commande de la part d'un orthoprothésiste qui nous demande, par rapport au scanner, donc là le corset, je vais vous le montrer quand le robot aura fini de bouger, c'est exactement la forme du patient, un peu corrigé pour corriger, puisqu'elle a besoin d'un corset en fait, donc un peu modifié par l'orthoprothésiste. Il nous commande donc via ce scan de lui faire du sur-mesure. Faire du sur-mesure, voilà. Donc là, hop, voilà, ça c'est la personne en entier. Voilà. Donc là c'est numérisé. Vous allez voir tout à l'heure, on va mettre donc un produit mousse directement en place là-bas, un morceau de mousse sur le robot. Et lui, il va lui exécuter ce que je lui ai demandé de fabriquer là. C'est génial. Ça doit être énorme par contre comme investissement cette machine-là. Oui, effectivement, je vous confirme, il y en a pour plus de 200 000 euros d'investissement au total. Mais là, on a un des robots les plus gros qui existent sur le marché. En termes d'usinage, c'est le plus gros de toute façon, il n'y en a pas d'autre. Ça nous permet de faire des pièces, comme vous avez vu à l'extérieur, cette énorme chaussure. Oui. Donc on travaille à la fois pour le paramédical, mais aussi pour tout ce qui est événementiel et tout ça. Ouais. Mais pour une jeune entreprise comme vous, donc c'est quand même, vous aviez déjà un carnet de commandes. Comment vous êtes débrouillé pour tout ça? On a exposé notre projet. On a eu cet avantage-là d'avoir la CCI de l'Aveyron, le département de l'Aveyron, l'agglomération aussi du Grand Rodez, qui nous héberge, hein, et ici c'est chez eux, voilà. Et puis la région Midi-Pyrénées, puisqu'à l'époque c'était encore Midi-Pyrénées qui était toute seule, et donc ils nous ont énormément soutenus, quoi. Voilà, on a l'avantage d'avoir de gros partenaires que je viens de citer. On a aussi le groupement d'investisseurs IES qui font de l'investissement solidaire, voilà. Et derrière j'ai l'avantage d'avoir des associés qui sont dans le monde du paramédical. Et on a de plus en plus de partenaires aussi dans la chimie, voilà. Le projet, puisqu'on est une entreprise responsable, c'est-à-dire qu'on est une SCOP. On ne s'est pas créé en SARL classique. C'est-à-dire que chez nous, tous les gens qui travaillent ont partie prenante dans l'entreprise. Et on a décidé d'essayer de faire de notre entreprise du participatif, c'est-à-dire faire de telle manière que le client final paye le juste prix et pas un prix démesuré. Alors Cédric, là c'est parti, la machine elle travaille. Voilà. Donc là on est en train de faire un corset. Je peux me passer le corset là. On est en train de faire donc un corset comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, pour vous montrer ce que ça va faire une fois fini. Si vous ne le voyez pas, voilà, là typiquement c'est un type de corset qui est fait. Et on va vous montrer juste après ce à quoi c'est destiné. Tu peux aller chercher le corset plastique. Comme ça, vous verrez vraiment. Voilà, la fabrication. Donc ça fait partie de nos travaux. Donc on usine ce type de mousse, mais on usine aussi des mousses de confort, comme par exemple ce en quoi est fait le Kinable, hein, typiquement. Alors donc voilà le produit fini d'un corset. Ça, c'est pas nous qui le faisons, entendons-nous bien, hein, c'est nos clients. Vous faites la mousse alors? Nous, on fait la mousse qui va permettre de thermoformer et fabriquer ça. Donc ça, c'est fait dans des mousses, ce qu'on appelle rigides, sur lesquelles on peut faire des composites comme de la fibre de carbone, des plastiques, PVC, tout ça. Et après, on fait tout ce qui est usinage de mousse souple. Donc c'est des mousses de confort qui sont destinées souvent au monde du handicap, donc faire des assises pour des personnes en situation de handicap, des corsets sièges, des choses comme ça. Et donc le Kinable fait partie de ces types de mousses. Ce sont des mousses de confort. Voilà. Alors il faut avoir pour faire votre métier une connaissance dans le domaine du médical, scientifique. Alors nous, notre métier, c'est la recherche et le développement principalement. On fait de l'usinage. Mais je dirais que notre cœur de métier réellement c'est la recherche et le développement. C'est pour ça qu'Agnès s'est tournée vers nous. En fait, lorsqu'on fait de la recherche et du développement, il ne faut pas être spécialisé dans le métier dans lequel on va faire la recherche. Pourquoi? Parce que sinon on se met des œillères. Notre force à nous, c'est qu'on vient, chez nous, il y a des ingénieurs qui viennent de l'électronique et de l'aéronautique
il y a des gens qui viennent de l'ameublement, il y a des gens qui viennent plutôt de la plasturgie, et il y en a qui viennent tout simplement de l'industrie. Pour vous dire, on a quelqu'un chez nous qui était dans les couteaux. Voilà. D'accord. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir quelqu'un dans les couteaux? Eh bien si, il a une connaissance sur certaines matières, le bois, le mécanisme, et tout ça, et qui est très intéressant. Après, lorsqu'on fait la recherche et le développement, on s'appuie sur le savoir-faire des gens du terrain, de prendre bien en compte les gens. Et puis l'ego. Dans le milieu médical, l'ego, c'est énorme. On peut avoir la meilleure inventation. Mais là, je pense qu'il y a aussi... Dans le médical et dans le paramédical, ça joue un grand rôle. Et au niveau aussi financier, peut-être que ça peut faire bouger les choses, parce que si c'est quelque chose qui est vite... Mais ça fait partie des choses dans notre argumentaire qui est en cours, qui est une pure réalité. Pourquoi le produit sera remboursé aussi rapidement par la sécurité sociale? C'est parce qu'il y a un avantage économique en France qui est absolument ahurissant. Moi, quand Agnès m'a montré les chiffres, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Et puis, il y a une étude qui est sortie d'un médecin Milavoie, en plus, vous voyez, à Véronée, comme quoi on tourne dans le secteur, qui est venu apporter des chiffres. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas possible, ces chiffres, ils sont parfaitement validés. D'accord. Et là, on se dit, mais comment on peut avoir un trou de la sécurité sociale aussi important, alors que là, la réponse, elle est là, puisqu'on divise par 100 quasiment le coût de revient d'un escar. Et de souffrance, parce qu'il y a ça mais aussi. L'aspect humain, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Mais il y a aussi l'argent. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est dans le monde commercial, de vente, la première chose qu'on regarde, comme toute entreprise, j'ai l'obligation, moi, de faire attention à l'argent, à ce qu'on dépense. Un hôpital, aujourd'hui, l'administrateur d'un hôpital, lorsqu'il va acheter le produit Kinébol, d'accord? Oui, bien sûr, dans sa tête, le côté avantage patient et tout ça est important, bien sûr. Mais la priorité, c'est est-ce que ça va me coûter plus cher ou moins cher? Et là, aujourd'hui, dans la conjoncture qu'on connaît, malheureusement, tous les chefs d'établissement hospitaliers ou de maisons de retraite ont l'obligation de prendre ça en compte. Aujourd'hui, grâce à cet avantage, à ce produit-là, on a triple avantage. Le premier, économique, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que c'est sur un centre de maison pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, par exemple, à l'année, les escars, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, ben là, ça va être, allez, peut-être 1 millier d'euros, grand maximum. Donc là, la différence, elle est absolument énorme. Hein, énorme. Voilà. C'est la différence entre l'Everest et le Mont d'Aubrac. Voilà, d'accord? On est là. Après, le deuxième avantage, c'est effectivement le côté humain. Le côté humain, c'est quoi? C'est on apporte une gestion du pré-escar énorme. Donc ça évite les escars. Ça évite les escars. On a une gestion de mobilité qui est énorme, la transpiration qui est énorme, le confort qui est énorme, et la gestion de l'escar déclaré encore mieux. Donc en fait, au final, on répond à tout l'ensemble. Et je dirais que le troisième avantage, et non des moindres, parce qu'il faut tout le temps y penser, c'est le confort aussi du personnel soignant. Parce que l'économie, elle est certes sur la vente du produit lui-même, mais l'économie, elle est aussi sur le temps passé à la gestion de l'escar. Et ça, on n'y pense pas. C'est-à-dire qu'une infirmière, quand elle va venir poser le Kinébol, ça va lui prendre, allez, on va dire, relever un peu la manche du pyjama, poser le produit, le scratcher, allez, je vais être gentil, 2 minutes 30, sachant que c'est 10 fois moins. Alors que là, aujourd'hui, elle y passait combien? Un quart d'heure, 20, une demi-heure, parce qu'il fallait nettoyer les plaies, il fallait ci, il fallait là. C'est autant de choses encore économisées. Et ça veut dire qu'aussi, au niveau stress du personnel soignant, il est encore en diminution. Donc, il y a un confort qui est complet, surtout. Et on agit sur l'intégralité de ce qu'impose un escar. Heureusement que vous avez créé votre entreprise, alors, si je comprends bien, pour... Ben heureusement, ça s'appelle juste des rencontres, ça s'appelle juste du partage et du partenariat. Aujourd'hui, avec Agnès, on tombait à point nommé, mais bon, on n'est pas exceptionnel, hein. Je pense qu'ailleurs il doit y avoir. Voilà, nous on essaie d'être bon dans ce qu'on fait.
Maintenant, on a les atouts, tous les atouts et toutes les cartes sont dans notre main pour pouvoir développer ça. Heureuse, Agnès? Très heureuse. Très belle finalité. Alors là, c'est le contrat que vous allez lire. Contrat de cession, de droit de distribution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je mets ce projet dans les mains de cette société qui va mener ce projet jusqu'à son terme, c'est-à-dire développer un réseau de distribution. Et donc, voilà, mon travail, je dirais, est fini, puisque moi, je suis plutôt la personne, sur le plan technique, je peux apporter mon savoir. Après, sur la question de la fabrication et du développement commercial, ça n'est pas mon travail. Et vous passez le relais, là. Il faut laisser faire les professionnels. Je pense qu'ils seront à même. Voilà, donc c'est en fait le reflet de la confiance que je leur octroie. Et qui m'octroie également. Là, mais c'est énorme aujourd'hui. Alors on est quel jour? C'est énorme. On est le 9 juin. 9 juin. 2016. 9 juin 2016. Ouais. Voilà, le projet a débuté en août, fin août, 28 août 2001. 2001. Toutes ces années. Toutes ces années. Et j'ai 50 ans. Wow. Bravo, hein. Agnès, bravo de votre Merci surtout beaucoup. Courage pour mener ça jusqu'au bout. Merci, merci. C'est aussi tellement de satisfaction. Et le jeu en valait la chandelle. Vraiment, il faut rêver et toucher ses rêves. Voilà, les rêves se réalisent si on est capable de tenir le coup pour les garder en vie dans son esprit. Alors. Ce que j'ai fait dans ma vie voilà. compte pour tout le reste. Ouais, voilà. Je suis pas née pour rien. J'ai apporté ma pierre à l'édifice. J'ai fait ce que j'avais à faire. Avec tout ce qui peut manquer dans ce métier, et, tout ce qu'on peut observer, qui peut nous manquer sur le terrain. Voilà, c'est bien que des gens peut-être pensent aussi à améliorer les soins aux patients, les conditions des infirmières aussi. Donc en fait, malgré tout ce chemin difficile, mais aujourd'hui tellement bon pour vous, vous encouragez les gens, dès qu'ils ont une idée, à... Absolument, absolument. Tiens, ouais, tu vas me refaire encore un truc pour que ça fasse. Donc parapher chaque feuille. Absolument. Vous le faites en cœur et de bon cœur. Donc on est le 9 juin 2016 à Sainte-Radegonde. Merci pour tout, Cédric. Mais je t'en Pour prie. ta confiance et tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à maintenant. Et j'ai rien fait. D'avoir vraiment pu te rencontrer, changer ma vie. Mais modeste. Et voilà.